Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est littéralement le moteur de notre économie, la productivité. C'est elle qui fait tourner la machine, qui crée la croissance et au final, qui définit notre niveau de vie. Sauf que voilà, ce moteur il tousse. Et particulièrement chez nous, en France. Alors, installez-vous bien et essayons de comprendre ensemble pourquoi cette belle machine s'est soudainement grippée depuis 2019. Regardez un peu ça, moins 8,5%. C'est un chiffre qui fait l'effet d'une douche froide. Depuis 2019, notre productivité du travail a chuté de 8,5% par rapport à ce que l'aurait dû être si on avait suivi la tendance d'avant-crise. C'est absolument énorme pour une économie comme la nôtre. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec exactement le même nombre de personnes au travail, on produit beaucoup moins de richesses qu'avant. Mais la vraie question, c'est comment on en est arrivé là? Au programme de notre enquête. 1. Le décrochage de la productivité. 2. Définir travail et capital. 3. Les secteurs en recul. 4. Le rôle des politiques d'emploi. Et enfin, 5. Démographie et retard numérique. Première partie, le décrochage de la productivité. Une tendance inquiétante. Si on se compare à nos voisins, c'est là que ça devient fascinant et un peu inquiétant, il faut l'avouer. Bon, c'est vrai, la productivité a ralenti un peu partout dans la zone euro ces dernières années. Mais en France, le décrochage est exceptionnel par son ampleur. Et surtout, il dure. Prenez l'Allemagne par exemple, chez eux, la baisse est restée super limitée depuis la fin 2020. Le problème est donc profond et il est très spécifique à notre territoire. Deuxième partie, définir travail et capital. Les règles du jeu. Avant de jouer les docteurs de l'économie, mettons-nous d'accord sur les termes. La productivité du travail, c'est quoi au juste? C'est tout simplement le rapport entre ce qu'on produit, grosso modo les chiffres d'affaires, et le temps de travail qu'il a fallu fournir pour y arriver, que ce soit mesuré par tête ou par heure. Et c'est un indicateur hyper sensible. Il dépend directement des qualifications des salariés, de leur motivation et de comment la boîte est organisée au quotidien. Et puis, de l'autre côté, on a le second pilier, la productivité du capital. Ça, c'est l'efficacité avec laquelle on utilise nos outils, nos machines, nos équipements, nos infrastructures. Sur le temps long, notre croissance dépend vraiment de ça. C'est poussé par l'innovation et le progrès technique. Parce que, soyons honnêtes, sans de bons outils, même le meilleur travailleur du monde va voir son efficacité s'effondrer. Ce qui nous amène à la troisième partie, les secteurs en recul. Où perd-on en efficacité? Eh bien, la réponse courte, c'est un peu partout. L'hémorragie est absolument généralisée. Si on regarde l'évolution entre 2019 et 2024, la productivité par tête plonge dans presque toutes les grandes branches traditionnelles. Le commerce, l'agroalimentaire, les transports, les services, la construction, l'industrie. Ce n'est pas juste un secteur isolé qui va mal, c'est tout le système qui ralentit. Alors là, je sais exactement ce que vous vous dites. Ah, ça a commencé en 2019, donc c'est à cause du Covid, non? C'est le réflexe logique. Eh bien, en fait, pas du tout. Contrairement aux idées reçues, ce décrochage incroyable n'a rien à voir avec la crise sanitaire en elle-même. Les vraies raisons sont ailleurs. Et on les trouve dans notre quatrième partie, le rôle des politiques d'emploi. Ce sont des choix structurels. En réalité, cette baisse massive s'explique surtout par des choix politiques sur l'emploi. Prenez par exemple le boom spectaculaire de l'apprentissage. On a créé énormément d'emplois, particulièrement pour des jeunes peu qualifiés. C'est génial pour faire baisser le chômage. Mais voilà le hic. Un apprenti passe la moitié de son temps à l'école. Il manque d'expérience et pourtant, dans les statistiques officielles, il est compté comme un emploi à temps plein. Du coup, on a moins de production pour la même unité de travail comptabilisée. Mathématiquement, ça fait plonger notre moyenne. Ensuite, il y a un autre phénomène massif, la rétention de main-d'œuvre. Récemment, l'État a grandement facilité le recours au chômage partiel et le coût des licenciements a augmenté. Résultat des courses, les entreprises préfèrent garder leurs effectifs sous le coude, même quand l'activité tourne au ralenti. Si on ajoute à ça une petite baisse de motivation générale chez les salariés, bim, on arrive à une déperdition d'efficacité gigantesque. On l'estime à 1,8 points de productivité perdue. C'est tout simplement l'effet collatéral d'une politique qui cherche en priorité à maintenir les gens dans l'emploi. Et puis, on ne peut pas parler d'économie française sans mentionner les coûts salariaux. Chez nous, les cotisations sociales restent bien au-dessus de la moyenne européenne. Ce poids financier pèse lourd sur les entreprises. Mécaniquement, elles ont moins d'argent dans les caisses pour investir dans de nouvelles machines ou des technologies de pointe qui pourraient justement rebooster leur productivité. Cinquième et dernière partie, démographie et retard numérique, les facteurs aggravants. On subit aussi une sorte de tenaille démographique, un véritable effet d'âge. D'un côté, on réussit à faire travailler plus de jeunes de 15 à 24 ans, ce qui est super, mais il manque forcément d'expérience. De l'autre côté, on a une vague de travailleurs seniors qui, logiquement, ont tendance à lever un peu le pied à l'approche de la retraite. Ce double effet, des jeunes débutants d'un côté et des seniors sur le départ de l'autre, tire nos statistiques globales vers le bas. Et la technologie dans tout ça? J'adore cette citation de l'économiste Robert Solow. Vous pouvez voir les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité. C'est tellement pertinent ici.
La réalité, c'est que les révolutions numériques prennent un temps fou à se transformer en gains d'efficacité réels. Le temps que tout le monde apprenne à s'en servir, c'est un processus extrêmement long. Le vrai souci, c'est que la France accuse un retard inquiétant dans cette révolution numérique. Regardez bien, seulement 57% de nos entreprises utilisent des technologies avancées, comme l'IA ou la robotique. Aux États-Unis, ils sont déjà à 73%. De plus, chez nous, les nouvelles entreprises de ces secteurs technologiques ont une courbe d'apprentissage assez lente, avec parfois des lacunes managériales au démarrage, ce qui les rend peu productives au début. Le constat est implacable. Le rapport Draghi de 2024 l'a bien rappelé, l'industrie, c'est historiquement le secteur qui tire la productivité vers le haut. Notre désindustrialisation nous a donc fait très mal. Aujourd'hui, il y a une urgence absolue. On doit réindustrialiser la France et investir massivement dans nos infrastructures numériques si on veut espérer inverser la tendance. Mais attendez, il y a quand même une dynamique fascinante qui a émergé depuis la pandémie, le télétravail. En 2024, 22% des salariés du privé télétravaillent au moins une fois par mois, alors qu'en 2019, c'était à peine 4%. L'organisation du travail est en train de muter pour de bon vers un modèle hybride. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça fonctionne. Les dernières études montrent que pour chaque tranche de 10 points de télétravailleurs en plus, la productivité a en fait augmenté de 0,7 à 1%. C'est un chiffre clé. Ça prouve que si on repense intelligemment comment et où on travaille, on peut directement contrecarrer nos pertes d'efficacité. Ce qui nous amène à cette réflexion finale, alors que nos modèles classiques galèrent face au vieillissement, à la rétention de main-d'œuvre et aux emplois peu qualifiés, est-ce que la solution ne serait pas là? Si on arrive à maîtriser cette flexibilité hybride, tout en réussissant enfin notre réindustrialisation et notre transition numérique, on tient peut-être là le secret pour relancer la machine. Qu'est-ce que vous en pensez? Un nouvel avenir hybride nous attend-il? Ça, l'avenir nous le dira.